Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 7 de la saison 9 de The Walking Dead. C'était un épisode, ma foi, tout en douceur, c'était plutôt calme, on apprend pas mal de nouvelles choses, mais j'ai l'impression que plus les épisodes passent, plus on apprend des choses et plus les mystères vont s'épaissir. Les mystères du moins qui sont liés à tout ce qui s'est passé pendant le time jump de 6 ans. C'est un épisode qui a été réalisé par Michael Cudlitz que vous connaissez forcément puisqu'il s'agit de l'acteur qui a joué Abraham, donc on savait de toute façon qu'il réaliserait des épisodes dans cette saison. Alors effectivement, j'étais un petit peu déçue parce que je pensais qu'on verrait un peu plus des chuchoteurs. Alors là, c'est clairement de la patience parce que ça fait tellement longtemps qu'on les attend qu'au bout d'un moment, faut qu'ils pointent leur nez. Donc effectivement, à la fin de l'épisode dernier, donc Rosita et Eugène se retrouvaient en grosse difficulté puisqu'ils se rendaient compte que les rôdeurs parlaient, chuchotaient du moins. Enfin du moins, c'est ce qu'ils ont l'impression. Apparemment, leur périple a duré quand même assez longtemps parce qu'on en arrive au point où même Rosita n'a plus d'eau, on voit qu'elle est ensanglantée, donc il s'est passé tout un tas de choses. Eugène est donc resté dans une espèce de grange et pour l'instant, il est en sécurité, du moins de ce qu'on a compris. Même les chuchoteurs se demandent où il est, donc ils l'ont pas encore trouvé pour le moment. Mais ils s'acharnent en tout cas sur Rosita, qu'ils veulent à tout prix attraper. On entend des voix d'hommes, de femmes, donc on se dit il y aurait peut-être pas mal de personnes. Donc Rosita va être sauvée, alors que Eugène va rester dans cette grange. À mon avis, il va pas être bien. Je pense qu'il a la petite goutte de sueur, elle va arriver très vite. Rosita qui d'ailleurs s'en veut très très fortement de l'avoir laissé derrière. Elle a dit oui, je l'ai abandonné. Et surtout, elle comprend à quel point le danger est encore plus grand qu'avant, puisque des rôdeurs qui chuchotent, ça n'est pas du tout habituel, donc ça implique forcément quelque chose d'important derrière. Je pensais qu'effectivement on allait finir l'épisode avec Rosita qui allait dire à tout le monde oui mais enfin si vous allez là-bas, vous imaginez pas le danger parce que les rôdeurs chuchotent maintenant, et je me suis dit bon ça aurait été une bonne coupe. Au final l'épisode finit un petit peu normalement avec un espèce de à suivre en fait, c'est un petit peu ça, c'est pas de cliffhanger, il y a rien d'exceptionnel, pas de twist ni rien. Ça m'a même étonné de voir le générique, je me suis dit mais il reste pas 2-3 minutes, faire un petit truc, et puis on entend la musique s'intensifier, on se dit mais non c'est vraiment la fin, donc c'était assez bizarre par rapport à ça. Donc oui, j'attendais à une fin un petit peu punchy, tout simplement parce qu'on a été habitué depuis ce début de saison à des fins qui étaient quand même assez impressionnantes. Néanmoins, c'est quand même de bon augure parce que voilà, les chuchoteurs font toujours aussi peur. Je trouve que voilà, au niveau de la voix, c'est vraiment ce que je m'attendais, vraiment ce chuchotement, c'était vraiment comme j'imaginais dans ma tête. En tout cas, pour ce que je disais pour la foire, ça va pas du tout arriver maintenant. Comme j'avais dit, forcément, ce serait un cliffhanger par rapport à toute cette séquence très connue des chuchoteurs dont je vais pas parler parce que sinon encore on va me dire que je spoil, alors que je spoil pas. Mais l'événement majeur des chuchoteurs que les lecteurs du comics connaissent parfaitement sera donc lieu en season finale, donc là c'est certain. En tout cas, chose intéressante, c'est qu'à la fin de l'épisode, lorsque Michonne va voir donc les deux messagers de la colline, à un moment donné on a Connie qui va se retourner vers la forêt et qui va apercevoir quelque chose de bizarre, et en plus on a un plan ensuite qui montre qu'il y a quelqu'un qui serait en train de les observer. Donc même si les chuchoteurs n'ont pas trouvé sur le moment Rosita, il est possible qu'ensuite ils l'aient aperçu et qu'ils aient suivi la piste des personnes qui étaient en train de sauver Rosita, donc de l'amener à la colline. Et donc ces chuchoteurs seraient proches de la colline, dont un personnage qui est quand même capital dans le comics. La colline s'est bien développée, on apprend enfin que Maggie est partie, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient pas au courant, parce qu'en fait dans la série on pouvait pas savoir que l'épisode 5 était le dernier épisode de Lauren Cohan. Donc là enfin l'épisode 7, tout le monde sait maintenant que Maggie n'est plus là, mais pour autant on ne sait pas pourquoi. Je vais revenir un petit peu plus tard, mais ça a l'air d'être lié à certains événements justement qui ont lieu pendant le time jump. Je pensais que ça avait un lien avec Rick, mais en fait elle est partie depuis quelques années ou quelques mois je pense, mais pas depuis le début du time jump, donc il s'est passé un tas de choses je suppose. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans l'épisode dernier j'avais noté effectivement que Michonne avait dit oui de toute façon elle vous accueillera ou je vais lui parler à la leader, donc en anglais on comprenait qu'elle parlait d'une fille, et donc quand on voit Jesus qui est leader de la colline, il y a un petit moment de flottement en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce délire, pourquoi elle a dit que c'était une femme alors qu'au final c'est Jesus, enfin voilà, ou à la limite ça pouvait être Enid ou Tara, je comprenais pas trop le délire. Et au final du coup une fois qu'on voit que Jesus est donc bien le leader de la colline, on comprend oui mais en fait Michonne n'est pas au courant que Maggie n'est plus là et qu'elle n'est plus donc le leader de la colline, ce qui nous fait donc poser des questions sur sa relation avec Maggie pendant ce time jump, et surtout on comprend assez vite à travers les dires des nombreux personnages que les communautés ne se parlent plus tant que ça. Alors effectivement il y a certainement des échanges commerciaux, ce genre de choses, mais en termes de relations vraiment sociales, il n'y a plus vraiment de choses qui lient les communautés aux autres, d'où le fait certainement de mettre en place la foire à laquelle Michonne ne veut pas qu'Alexandria participe, mais cette foire aurait comme effet bénéfique de rassembler les communautés. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que ça fait totalement écho à ce que dit Luke un petit peu plus tard, en parlant justement de l'homme de Néandertal, etc., de l'homo sapiens, en disant que la différence entre les humains et les animaux, c'est l'art, c'est la création, c'est le partage, c'est la communion des gens, justement cette force de rassemblement, et que c'est le fait d'avoir vraiment quelque chose en commun, d'avoir un espèce de partage qui fait que l'homme a pu finalement survivre. Et là
cas, c'est un petit peu ce qu'on comprend, c'est que au final, les communautés se retrouvent un petit peu séparées les unes des autres et que ça peut peut-être potentiellement les mener à leur perte et que cette foire est faite justement pour les réconcilier, pour les remettre tous ensemble, pour qu'il y ait à nouveau un réel partage, ce qui rendrait les communautés de surcroît plus résistantes face à la menace. Bien qu'il soit leader réélu, Jesus n'a pas envie d'être leader, c'est pas son délire. D'ailleurs, on l'a toujours vu en tant que conseiller, parce que si demain il voulait être leader, je pense qu'il aurait très bien pu, mais ça n'est pas dans son caractère, ça n'est pas non plus dans ses envies, c'est quelqu'un qui a besoin d'action. Il y a beaucoup de personnages comme ça, on s'en rend compte, qui ont besoin d'action, qui ont besoin de bouger, de faire des choses, et qui peuvent pas rester dans leur petite communauté à traiter les papiers là en mode administratif, c'est pas du tout leur truc. Jesus a été élu aussi parce que personne ne s'est présenté contre lui, puisqu'il semblait certainement être un leader naturel, déjà parce que Maggie voulait que ce soit lui qui prenne en charge la colline, donc on a déjà un espèce de passage de flambeau, donc qui va aller contester ça, c'est assez difficile. En plus, il était là avant tout le monde quasiment, donc forcément il y a encore plus de légitimité. Mais pour le coup, on comprend que finalement, la personne qui serait le plus apte à vraiment gérer la colline, ce serait plutôt Tara. Alors Tara, je comprends pas ce choix, parce que bon, j'ai l'impression que justement, plus ça va, plus on est en train de nous faire comprendre que finalement elle va se présenter, ou que du moins elle va plutôt récupérer la gestion de la colline. Mais je trouve pas ça en fait justifié, je trouve ça un petit peu bizarre. Alors Enid, effectivement, elle est assez jeune. D'ailleurs, ce qui m'a fait marrer, c'est que je me suis dit, mais comment d'ailleurs on va la faire vieillir, c'est bizarre. Au final, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a juste coupé les cheveux. Donc en fait, c'est juste Enid, le même âge qu'avant, mais juste on lui a coupé les cheveux, ça change rien du tout. Je sais pas comment ils auraient pu faire pour la vieillir, je pense qu'ils ont quand même des méthodes de maquillage, ou sans passer par le maquillage, j'aurais eu d'autres façons de la relooker, mais juste lui couper les cheveux, lui faire un carré, je veux dire les gars, elle a pas pris 6 ans juste parce que vous l'avez coupé les cheveux en fait, ça marche pas. Mais donc pour en revenir à Tara, oui, je trouve ça un petit peu bizarre, parce que Tara, elle a colline. Tara était tout le temps à Alexandria, il n'y a pas d'histoire spécifique avec la colline. Alors effectivement, le time jump et tout ce qui se passe à ce moment-là justifie cela, mais là, clairement, quand on a avant et on a après, nous on comprend pas, on se dit pourquoi Tara, quel moment elle est légitime, pourquoi? Au final, tout simplement parce que elle en a quelque chose à faire, d'aider les gens, de gérer les petits problèmes et tout, c'est plutôt dans son tempérament, plus que dans celui de Jesus. Mais je trouverais ça bizarre quand même, d'autant plus que je suis pas fan du personnage, que je la trouve très anecdotique et du coup leader de la colline. Je suis pas emballée. Dans les petits hobbies de Jesus, il y a donc s'entraîner à l'extérieur avec Aaron, donc potentiellement le début d'une idylle. En tout cas, ces deux personnages s'entendent extrêmement bien et on voit que Jesus a effectivement besoin d'action. À ce moment-là, on va d'ailleurs voir un petit peu plus la prothèse d'Aaron, mais pour moi, elle fait un petit peu cheap, enfin un peu bizarre en fait, on a juste l'impression qu'ils ont mis, je sais pas, un papier d'alu autour du bras, et on fait attendez les gars, ça y est, c'est une prothèse. Et en fait, limite on voit le trucage dans le sens où on voit que c'est vraiment son bras et qu'ils ont mis quelque chose dessus, parce que voilà, c'est pour tourner l'épisode. Et du coup, comme on se dit c'est censé être réaliste, ça fait très bizarre. Toujours est-il que Jesus garde un lien avec Aaron parce qu'il veut conserver un lien avec Alexandria. Comme il dit, j'aimerais bien aussi savoir si tout le monde a encore envie, parce qu'on est au point, il y a tellement peu de communication que si demain, par exemple, une des communautés périt, à la limite, quasiment personne au courant. Je trouve ça assez dingue, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Du côté de Michonne va donc accompagner Magna, etc. Au niveau de leur conteneur, là où il y avait toutes leurs affaires, et donc Luke va récupérer ses petits instruments. Alors j'ai bien aimé le petit moment avec Siddiq qui raconte sa petite anecdote avec la flûte. Au final, la flûte, on va entendre parler pendant tout l'épisode. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'Angela Kang a quand même réussi à donner de l'importance à un peu tous les personnages, c'est-à-dire que Siddiq, saison 8, à partir du moment où Carl il est mort, le mec on le voit plus, début de saison 9, pour l'instant on le voyait pas, et on arrive à l'introduire un petit peu dans des histoires, et notamment justement, il a un petit peu ce côté où il doit quelque chose à Carl, puisqu'il lui a sauvé la vie, et c'est un peu la personne qui va faire en sorte quand même que l'idéologie de Carl perdure quand même après sa mort. Donc on arrive à faire une place à tous les personnages, c'est-à-dire que Rosita a aussi ses intrigues, Eugène a ses intrigues, Aaron est un peu plus présent, ça il était temps, Jesus aussi, enfin voilà, tous les personnages un petit peu plus secondaires, donc Tara carrément elle a level up complètement, on se retrouve avec des personnages qui sont présents et qui sont vraiment essentiels, chacun dans leurs petites histoires. Je trouve ça important notamment pour garder l'identité de la série, parce que l'identité de la série c'était principalement Rick, donc dès que vous enlevez Rick, vous pouvez pas garder 2-3 personnes et puis voilà, on a gardé l'identité de la série. Non, il faut vraiment que tout le groupe soit vraiment mis en avant, et pour que vraiment tout le monde s'y retrouve, parce qu'il y a quand même des fanbases assez importantes pour tel ou tel personnage, donc il faut quand même faire en sorte que personne ne soit lésé. J'aime beaucoup le personnage de Magna, j'aime beaucoup l'actrice, ça je l'ai déjà dit. J'aime ce côté assez rebelle, et en même temps on sent qu'elle a un cœur, ouais, c'est un petit nounours en guimauve quoi, elle a dur à l'extérieur et puis tu croques dedans et voilà, c'est tout c'est tout mou. J'aime beaucoup son côté je vais être un petit peu hargneuse et tout,
ambigu, un petit peu grognon avec les gens, genre je vais pas les aimer, puis après elle va finir par les adorer. Ça, c'est le genre de personnage assez ambigu que j'aime beaucoup, pas des personnages tout simples, oui j'aime bien, oui j'aime pas, voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt tout en nuances, j'aime beaucoup ça. Donc c'est un personnage qui effectivement est très rebelle, mais qui quand même a un énorme cœur, qui s'attache aux gens, et qui vraiment, quand elle s'attache aux gens, c'est quelque chose d'assez incroyable, parce que d'ailleurs on le voit, la mort de cette personne qui est Bernie, ça touche même plus Magna que tous les autres personnages. On voit à un moment donné Kelly qui est un petit peu touchée aussi, mais c'est surtout Magna qui va être touchée par la mort de cette personne. Donc forcément, quand Michonne va dire bah non, les armes à la colline c'est niette, ça va être un problème parce que du coup, elle connaît pas Michonne, elle peut pas lui faire confiance. Donc en fait, il y a une espèce de rapport de force entre ces deux personnages qui est je ne te fais pas confiance, et moi non plus je ne te fais pas confiance, et dans ces cas-là, comment on débloque la situation? Donc Michonne ne veut pas qu'ils partent tous avec leurs armes à la colline, parce que bon, déjà, la situation est quand même assez tendue. Si en plus on amène des gens que personne connaît avec des armes et tout, qu'on va pas m'ouvrir le portail, on va dire c'est mort, merci, au revoir, vous faites le retour. Magna évidemment n'est pas d'accord parce que son intérêt c'est quand même de protéger les siens, et se dire mais pourquoi déjà elle veut pas nous accepter dans sa communauté, elle nous envoie dans une autre communauté, et en plus elle nous envoie dans une autre communauté sans nos armes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un personnage qui était forcément en retrait l'épisode dernier puisqu'elle était blessée. C'est Yumiko qui s'avère être finalement le réel leader de ce groupe, puisque c'est celle qui est quand même la plus diplomate, celle qui va un petit peu recadrer tout le monde, c'est un petit peu la maman du groupe qui va dire mais non là les gars vous déconnez, maintenant on va plutôt faire ça comme ça, voilà, réfléchissez un peu 2 minutes, posez-vous 3 secondes et on va réfléchir quand même voilà, à ce qui est mieux pour nous. Et qui plus est, étant donné que c'est la petite amie de Magna, ça peut être la seule personne pour le moment qui arrive vraiment à tempérer ses ardeurs, qui arrive vraiment à la calmer, et du coup elle est vraiment essentielle dans ce groupe. Et c'est bien maintenant, voilà, dans cet épisode, je trouve qu'on l'a beaucoup mis en avant, et je trouve que très clairement le groupe est beaucoup plus intéressant dans la série qu'il est dans le comics. Comme je disais, dans le comics c'est pas, ils sont anecdotiques, mais bon ils sont secondaires à Magna, Yumiko, existent vite fait, enfin voilà, ils existent à travers les intrigues d'autres personnages, sinon ils n'existent pas vraiment. Et là on nous montre beaucoup de facettes des personnages, et même Luke d'ailleurs qui est très intéressant, qui est un petit peu, d'ailleurs dans les interviews ça a été présenté comme le personnage qui apporterait la touche d'humour à la série. Alors bon, est-ce qu'on valide ou pas l'humour, ça c'est les goûts, les couleurs, c'est chacun, mais en tout cas je trouve qu'un petit peu de légèreté c'est pas mal, parce que bon, on va avoir les chuchoteurs, on a eu la disparition de Rick, il faut un petit peu lâcher un petit peu de lest, donc ça fait du bien. Mais lui qui a deux facettes, qui a cette facette assez rigolote, et qui à côté quelqu'un de très cultivé, quelqu'un qui a une façon de penser qui est assez intéressante, une philosophie de vie qui est totalement à l'opposé de ce qui se fait maintenant depuis l'Apocalypse, parce que pour quelqu'un qui reste, qui récupère des violons de 1785 ou je sais plus quoi, qui récupérait des flûtes, etc., alors qu'on est à l'Apocalypse, c'est que la nécessité absolue c'est de se nourrir, de survivre par rapport aux rôdeurs et tout ça, et de faire survivre les siens. Lui veut conserver quand même ce qui est important, c'est-à-dire l'art, c'est toutes ces choses qui créent la communion entre les humains, et je trouve ça assez intéressant. C'est un personnage qui est très touchant. D'ailleurs, je trouve que chaque personnage est vraiment touchant dans sa façon d'être, et arrive ce moment où ils doivent donc combattre des rôdeurs, donc la horde qui a fait en sorte que leur conteneur se renverse, et on voit qu'ils ont chacun des capacités vraiment spécifiques. D'ailleurs, on a l'impression de se croire en jeu vidéo, voilà, on a l'archer, machin, on a le qui lance les couteaux et tout. Je trouve ça très très sympa, ça leur donne encore plus une identité sympathique, et il y a vraiment une personnalité qui se dégage qui est originale, et honnêtement, vu qu'on a déjà un énorme groupe de personnages dans The Walking Dead déjà qui est mis en avant, on se dit ça va être difficile de faire encore venir d'autres personnages qui viennent d'arriver, ça va être difficile de les accepter, d'accepter le fait qu'ils vont prendre du temps d'écran par rapport à d'autres personnages qu'on aime beaucoup, et au final ils sont tellement bien développés, les personnages sont tellement intéressants que ça me dérange même pas du tout. Michonne ne veut pas accompagner le groupe de Magna à la colline puisqu'il semble qu'elle ait un contentieux avec Maggie, puisqu'elle le dit à un moment donné à Siddiq, ouais mais bon si je vais là-bas, je sais pas quelle sera la réaction de Maggie, ça risque d'être trop risqué. Alors c'est un petit peu étonnant, sachant que la dernière image qu'on a de Maggie et Michonne, c'est Maggie qui prend dans ses bras Michonne au moment où elle croit que Rick meurt. Donc on se dit, normalement, toutes les rancœurs qu'il y avait potentiellement avant, et encore ça s'est quand même réglé, de toute façon ne sont plus là, et voilà, on est très loin de là, et forcément, voilà, ce sont deux veuves entre guillemets, donc forcément ça a dû les rapprocher, mais c'est passé un événement qui doit vraiment être traumatisant, et quelque chose qui les a mis donc en conflit, et qui a créé une réelle scission entre les communautés, parce que même Tara le dit, oui,
oui, ça fait bizarre de voir Rosita et Aaron, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc, mis à part Jesus qui voit Aaron, il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont gardé des liens avec les autres. D'ailleurs, on en arrive même au point où Michonne reconnaît même pas les messagers de la colline parce que maintenant ils ont un nouvel accoutrement. Elle dit mais vous êtes la colline et vous êtes qui? Enfin voilà, plus personne se connaît, c'est assez fou. En 6 ans, il s'est passé tellement de choses. En tout cas, pour le moment, ce qu'on peut savoir par rapport à ce fameux mystère du time jump, c'est que effectivement, il s'est passé quelque chose par rapport à une communauté ou des nouvelles personnes qui sont arrivées et donc qui ont mis un bazar monstre, peut-être potentiellement provoquer la mort de certaines personnes. C'est pour ça que Michonne a du mal à accueillir de nouvelles personnes. Michonne et Daryl ont les mêmes cicatrices, c'est-à-dire cette espèce de croix au niveau du dos en bas à gauche. Les deux ont la même croix en bas à gauche. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, vu que Rick a été blessé à cet endroit-là, est-ce qu'ils n'auraient pas fait une espèce de rituel bizarre, je sais pas, pour se rappeler de Rick en se faisant tous les deux une croix dans le dos? Ce serait très très bizarre. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître la nature de la relation entre Michonne et Daryl. Est-ce que des fois elle va le voir ou quelque chose comme ça? Ça me semblerait logique, étant donné que Daryl est proche de l'endroit où Rick a disparu, que Michonne y est allé. Je pense quand même qu'ils se voient de temps en temps, j'ose espérer du moins. Mais Daryl a aussi une pléiade de cicatrices dans le dos, et d'ailleurs il veut même pas en parler à Henry, donc c'est très bizarre. En tout cas, il y a eu quelqu'un, une communauté qui est arrivée et qui a mis un bazar monstre, qui a aussi provoqué certainement la fin du sanctuaire, donc il y a beaucoup de choses à savoir. Et en tout cas, ce qui s'est passé dans ce conflit a mis en opposition Maggie et Michonne, en tout cas la colline contre Alexandria. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si on va voir ce qui s'est passé, puisque Lauren Cohan avait signé pour 6 épisodes, d'ailleurs tout comme Andrew Lincoln, donc on peut se demander est-ce qu'on va quand même avoir le droit à un épisode flashback. Michonne ressemble un petit peu à Magna, et c'est ça qui fait que les deux personnages sont autant en opposition qu'elles se comprennent, c'est-à-dire toutes les deux sur la défensive, un petit peu rebelles, mais qui à l'intérieur ont un cœur énorme, et dont la priorité c'est vraiment de sauver les gens qu'elles aiment. J'ai bien aimé le fait que Michonne, lorsque Magna va découvrir donc que Bernie et fait partie maintenant de la Horde, le moment où elle est en train de pleurer et tout ça, qu'elle est vraiment pas bien, on a Michonne qui va attraper Bernie et qui va l'éliminer tout en douceur. Vraiment une marque de respect, je trouve. C'est à ce moment-là où on la sent un petit peu se rapprocher de Magna, où on la sent beaucoup plus empathique qu'avant, et ça peut éventuellement mener à une collaboration intéressante. Du côté de Daryl, alors Carol est venue voir Daryl qui effectivement, comme je le pensais, donc vit dans la nature. Apparemment il devait pas rester si longtemps que ça dans la nature, et finalement il y a pris goût. Alors il y a pris goût, mais il vit pas non plus dans des conditions incroyables, hein. Bon, il y a peut-être une tente quechua, mais ça suffit clairement pas, hein. Il est en train de manger du serpent, du pied de rôdeur, du pied d'humain, enfin c'est pas Enfin bref, il se prend pour Bear Grylls, très clairement, hein. On est sur du Bear Grylls version The Walking Dead. Daryl, qui comme je le pensais, il me semblait bien qu'il s'agissait de cela, cherchait vraiment le corps de Rick dans la rivière, enfin maintenant squelette, hein, parce que 6 ans sont passés, les gars, il reste collé squelette là, il reste plus rien d'autre, c'est plus possible. Donc on le voyait qu'effectivement il était avec son bâton et puis il regardait dans l'eau, et tout ça c'était un petit peu bizarre dans l'épisode dernier, et effectivement j'avais vraiment l'impression qu'il cherchait un corps. Mais d'ailleurs il a même un radeau, donc ça veut dire qu'il doit remonter peut-être le cours de la rivière pour chercher le corps. Ça fait 6 ans qu'il cherche, 6 ans qu'il n'a pas trouvé le corps. Est-ce que Daryl aurait un espoir que finalement Rick s'en soit sorti? À la place de Daryl, je me dis mais c'est pas possible. C'est derrière la réflexion que tout le monde doit se faire, ça n'est pas techniquement possible. À quel moment le mec il est blessé, à quel moment il est si près d'explosion et il s'en sort, et qui le sauve? Comment? On sait pas. D'ailleurs Gabriel, est-ce qu'il a déjà fait allusion au fait que Jadis soit parti? Est-ce qu'il se doute que Jadis ait pu sauver Rick? On sait pas du tout, certainement on verra en deuxième partie de saison. Daryl devient donc à nouveau un rôdeur, mais un rôdeur dans le vrai sens du terme, mais par contre il est accompagné maintenant d'un chien. Alors là encore, ça fait tellement jeu vidéo, je trouve, mais c'est excellent. J'aime beaucoup ces touches qui ont été appliquées aux personnages, qui les rendent vraiment originaux. Je dis ça, c'est juste génial, l'idée du chien, effectivement, pour qu'il ne se sente pas seul. D'ailleurs, il a pensé à tout, puisqu'il a fait quand même un tas de pièges pour les rôdeurs. Le chien est censé justement l'alerter en cas de venue de rôdeurs, ce genre de choses, donc il est quand même bien dans son truc. Par contre, il se nourrit très mal, hein, très clairement, comme il dit, le chien il est nourri, mais je suis pas nourri, quoi. Je mange des serpents tous les 4 matins, mais sinon, voilà, quoi. Donc il vit pas dans des conditions incroyables, c'est limite s'il s'inflige pas ça, c'est quand même, il aime vivre dans la nature, mais au bout d'un moment, enfin, dire, quand t'arrives plus à manger, c'est que tu t'infliges quelque chose, très clairement. Donc pourquoi s'infliger ça? D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand Daryl récupère son lapin, ça nous fait forcément penser à son époque avec le groupe de Joe et tout ça, c'était
Bah, je trouvais le clin d'œil assez cool. Carole, effectivement, vient le voir. Elle vient le voir puisqu'elle souhaite que Daryl puisse veiller sur Henry, parce qu'elle dit qu'il y a plein de problèmes au royaume. Oui, on imagine bien que les problèmes de tuyauterie, c'est un problème monstre incroyable. Je suppose qu'il y a des choses dont on n'est pas forcément au courant. Mais ça n'est pas que pour que Daryl veille sur Henry, mais c'est aussi pour que lui soit à l'abri, pour que lui soit quelque part dans un confort. Parce que je veux dire, l'attente Quechua, ça vient 2 minutes, mais voilà, là-bas, il y a de l'eau, il y a à manger à foison, il y a le confort. Ouais, le confort, c'est quand même un minimum. Pourquoi s'infliger ça alors que tu peux très bien vivre dans le confort? Et puis surtout, Carole s'inquiète et je pense que ne pas avoir ça sur la conscience, ça soulagerait beaucoup. Ensuite, on a le petit épisode qui se passe la nuit, donc avec les rôdeurs et tout. J'ai trouvé ça très brouillon, quasi inutile parce que j'ai trouvé ça assez loupé. Enfin voilà, après j'ai eu un peu peur pour le chien. Voilà, je me suis dit on va pas encore avoir une œuvre post-apocalyptique où le chien il va y passer parce que sinon je pense que je le vivrais pas très bien. Mais j'ai trouvé ça assez brouillon, j'ai trouvé ça assez mal fait, j'ai trouvé ça assez inutile, à part pour montrer que Daryl et Henry, finalement, s'ils collaborent ensemble, ils peuvent faire de grandes choses, que effectivement Carole a aussi besoin de Daryl pour veiller sur Henry, pas seulement pour veiller sur lui, parce que pour faire son babysitter, mais parce que, comme elle le dit, Ezekiel, il est tout gentil, il est tout mignon, mais il est vachement optimiste, voire naïf, mais sauf que voilà, s'il est encore en vie, limite, c'est de la chance, quand on l'écoute, c'est un peu ça, et elle a pas tellement de tort. Henry a ce côté optimiste d'Ezekiel, mais il a besoin d'apprendre la vie, de pouvoir survivre et tout, parce que bon, avec ce qui s'est passé pour Sophia, forcément elle a peur que ça se reproduise, donc il faut quelqu'un qui va lui apprendre la vie, qui va lui apprendre comment se sortir des situations compliquées, qui va le rendre beaucoup plus résistant aux menaces extérieures. D'ailleurs on l'a vu dans l'épisode précédent que Henry il est un petit peu fougueux, hein. Lui il aime bien l'action et tout, de toute façon à chaque fois, même depuis qu'il est petit, il utilise son bâton, il y a pas de problème au moindre souci, donc c'est quelqu'un qui reste pas voilà, les bras croisés à attendre que les choses se passent. Et en ça, il pourrait ressembler un petit peu à Daryl. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il le suit, de savoir ce qu'il fait. Ça peut être un modèle très intéressant pour lui, mais va falloir quand même qu'il arrive à calmer un peu ses ardeurs parce qu'il est jeune. Mais en tout cas, ça va donner lieu à des situations très intéressantes pour la deuxième partie de saison. Donc Daryl et son chien Dog, oui, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'étais même pas étonnée que Daryl appelle son chien Dog, en fait. Ouais, j'appelle son chien. C'est vraiment la facilité, c'est vraiment je m'en fous. Enfin, c'est pas, il s'en fout pas de son chien, mais c'est vraiment, voilà, c'est tellement Daryl en fait, c'est même pas surprenant, mais c'est assez marrant. Puis d'ailleurs, la traduction en mode Klebs, c'est juste hilarant quoi. Tu vois les sous-titres à chaque fois. Klebs, j'imagine vraiment dans la vraie vie, il y a un mec qui appelle son chien Klebs en fait. Je me dis, mais à quel moment dans ta vie t'es bien dans ta tête quoi en fait. Mais ça lui donne un petit côté trappeur et tout, le chien, j'aime beaucoup. Donc ils vont partir à la colline et évidemment Carole ne peut cacher son bonheur de savoir qu'il a finalement accepté. D'ailleurs ce ne sera pas le seul à aller à la colline puisque Michonne finalement, elle qui ne voulait pas, va devoir y aller. De toute façon Maggie n'est plus là et puis Rosita est blessée. Forcément elle fait partie d'Alexandria donc elle va quand même aller voir ce qui se passe, pourquoi elle est blessée et si elle va bien. Donc tout le monde va se retrouver impliqué dans ce qui est l'arrivée très clairement des chuchoteurs. Tout le monde va apprendre des choses plus ou moins bizarres. Et donc à la fin de l'épisode, Jesus, Aaron et Daryl vont donc partir à la recherche d'Eugène. Voilà, de toute façon il va être encore en vie, ça c'est certain, s'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais Eugène va avoir énormément de choses intéressantes à leur dire et ce qui va certainement les surprendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, vos théories pour les prochains. Et si vous avez aimé mon t-shirt, vous pouvez les retrouver sur la boutique de pampling.com. Donc ils font des tas de t-shirts geeks. Vous avez du Death Note, vous avez du Pokémon, du Game of Thrones, vous avez tout un tas d'univers geeks tout simplement. Et je vous en parle maintenant parce que du 19 au 26 novembre, donc mon code promo que vous avez en description va donc vous donner 25% de réduction, ce qui est quand même pas rien. Et en plus le code, vous allez pouvoir l'utiliser plusieurs fois durant cette période. Et les envois sont donc maintenant à 1€ pendant cette période également, donc ça peut être intéressant. Donc je suis en partenariat avec la marque, ce qui me permet évidemment de vous donner un petit code promo sympa. En plus, vu que les fêtes arrivent, ça peut être un cadeau assez cool. Donc voilà, c'était le petit moment aparté. On se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos. J'ai prévu effectivement des vidéos sur les chuchoteurs après l'épisode 8, parce que voilà c'est un petit peu le rush niveau vidéo sinon. Je vous prépare tout ça et je vous dis à très vite. Salut!